nous parler de captologie citoyenne. Voilà, D'accord. Donc, merci de m'accueillir. Donc, ici, c'est donc à la fois en tant que chercheuse, donc collègue sociologue des sciences humaines que j'interviens, mais aussi en tant que citoyenne, tout simplement, puisque j'ai créé une association qui prolonge sous le mode du faire des observations, des analyses, des espaces que j'observe par ailleurs en tant qu'universitaire. Mais bon, par neutralité axiologique, quoique tout ça se discute aussi, je m'arrête et l'associative commence à ce moment-là sur d'autres points. Voilà, donc c'est plutôt en tant que citoyenne chercheuse que j'ai cofondé une association qui s'appelle Labo Citoyen et que j'ai essayé d'expérimenter ce que j'appelle la captologie citoyenne, voilà, que j'ai quand même exposé dans un article. Alors la captologie citoyenne, bon, c'est un petit clin d'œil aussi, il ne faut pas prendre ça complètement trop au sérieux puisqu'on n'est pas non plus dans un cadre totalement universitaire, on est justement sur de l'engagement plus citoyen. Donc c'est l'idée de produire ses propres outils de captation de son environnement et de savoir interpréter donc ses propres données et dans des scénarios techniques, sociotechniques, sécurisés et dont on reste le maître en fait au plan notamment de l'usage de la donnée, du stockage de la donnée. Voilà. Donc c'est un centre de recherche qui est quand même émergent, hein, qu'on peut appeler de citizen science, de chercheurs citoyens ou de citoyens qui ont aussi des compétences. Et donc l'idée, c'est que ça se situe quand même à la croisée de disciplines sociologiques, donc notamment sociologie des usages, dont vous avez déjà entendu parler, je pense, des technologies de communication, mais aussi toute la sociologie de ce qu'on appelle justement les sciences participatives, tous ces dispositifs qui essayent d'associer science et démocratie. Et puis évidemment, plan des méthodologies, c'est aussi un terrain d'expérimentation qui suppose des approches un peu plurielles. On peut même aller, justement, on le verra dans le comment, vers des procédés plus créatifs et artistiques. Alors, pourquoi la captologie citoyenne ? Bon, l'idée, c'était de sortir, en fait, de cette injonction comportementaliste qui est faite aux individus lorsqu'on analyse les discours des politiques publiques sur le problème, par exemple, de la pollution atmosphérique ou également de l'énergie. Et à la lecture de ces discours de politique publique, à la lecture des appels d'offres qui pourraient financer justement des initiatives autour de la captologie citoyenne, eh bien, on remarque que c'est le changement de comportement qui est toujours mis en avant, individuel de préférence. Donc ici, on peut se référer aux travaux de Dominique Prestre, Simone Perry et d'autres qui travaillent en politique des sciences et qui pointent tous dans leurs travaux ce qu'ils appellent l'aporie de l'adaptabilité, cette injonction qui est faite aux habitants citoyens de s'adapter à des phénomènes tels que la pollution, avec donc ici deux exemples, un exemple tiré de l'ADEME et un exemple tiré du gouvernement de Québec, et puis cet exemple bien connu où l'on s'aperçoit que cette injonction à l'adaptabilité, eh bien, elle a été prise au sérieux, mais en s'en moquant par Air China, qui a proposé justement que les corps même des habitants pollués par la pollution à Pékin s'adaptent et que donc des moustaches protectrices leur poussent dans les narines. Donc c'est même l'individu qui organiquement doit s'adapter à la pollution. Alors d'où vient finalement cette injonction comportementaliste qui est faite aux individus et donc cette idée que des grandes moustaches nous protégeront beaucoup plus que des capteurs, peut-être. Bon. Alors, c'est l'idée donc que nous avons affaire là à tout un champ qu'on appelle les sciences comportementalistes, qui ont finalement pris le pouvoir dans ces affaires publiques. Et cette notion donc de changement à l'échelle individuelle, elle est donc présente dans les sciences comportementales sous le terme que vous connaissez bien de nudge, le coup de pouce, l'incitation. Hier encore, dans la retransmission du grand débat qu'il avait lieu à l'Assemblée nationale, vous aviez l'un des parlementaires En Marche qui expliquait que, bien sûr, il faudra inciter, par exemple, sur la question de l'énergie, les citoyens et non pas les contraindre. Donc c'est vraiment cette idée que c'est l'incitation comportementale qui est au cœur de la politique publique. Et c'est ce qu'on appelle donc la théorie du nudge, qui consacre donc le changement comportemental comme l'horizon de toutes les politiques publiques en matière environnementale. Et ses pairs, qui s'appellent Taylor et Schusten, ont décrit le nudge comme la troisième voie pour l'action publique. Cette théorie de l'incitation comportementale, pour eux, permet de rejeter deux à dos l'interventionnisme classique, la coercition, et aussi le laisser-faire débridé. Et ils l'ont baptisé le paternaliste
le paternalisme libertarien. Donc, le Newge préconise donc un mode d'intervention doux dans les politiques publiques afin de pallier le déficit de rationalité qui est consubstantiel à l'être humain. Et donc, il s'agit de mettre en place des mesures dites des Newge. Donc, Granier a très bien décrit ce que c'est que le Newge. Il dit qu'il s'agit de configurer les paramètres par défaut et la formulation des options, de perfectionner les dispositifs d'information et de persuasion afin d'amener les individus à prendre les décisions les meilleures pour eux-mêmes et pour la société sans recourir à la contrainte. Cette idée d'avoir l'impression finalement d'avoir soi-même changé de comportement sans que vous y étiez, sans avoir eu de contraintes venues de l'extérieur. Donc cette théorie du Newge ou de l'incitation comportementale, elle a pour principal défaut une entrée psychosociale, comportementaliste, et surtout, elle fait porter en matière de politique publique sur les individus des perspectives de co-résolution de problématiques environnementales qui sont d'ordre global. Et donc, ça propose à l'action publique un modèle d'acteur social réduit à un cobaye, soumis à différents types d'incitations comportementales, comme par exemple lui nudger sous différentes formes des informations sur la qualité de l'air intérieur et extérieur. Donc, il nous semble que cette perspective correspond à une vision trop behavioriste, résumée en termes d'action-réaction, une information, un changement de comportement, tel qu'on le voit par exemple dans certaines expérimentations autour des capteurs de pollution. Alors, la captologie citoyenne, elle voudrait prendre à rebours et explorer une autre voie que j'appelle la voie de l'appropriabilité sociale des informations, notamment individuelles, sur la qualité de l'air intérieur, extérieur. Et donc, ça reprend différentes traditions en sociologie, notamment en sociologie des usages et en sociologie des objets techniques, puisque les capteurs sont des objets techniques. Donc, la sociologie des usages, elle a centré notamment en technologie de l'information et de la communication, elle a centré son intérêt de recherche sur les usages sociaux des objets techniques, en complémentarité avec ce qu'on appelle l'approche sociale des objets techniques. Donc, c'est toute l'école qu'on appelle de Acriche, Latour, Calon, à l'école des mines. Il y a notamment les travaux de Serge Proux, là, qui m'inspirent plus, parce qu'il a vraiment pris en compte ce qu'on appelle les braconnages, c'est-à-dire qu'il a donné une place à la réappropriation des usagers, notamment des réappropriations de tous ordres, voire créatives. On en donnera des exemples. Donc, suivant cette sociologie des usages, croisée avec une approche sociale des techniques, on peut suivre une appropriation complète à travers l'apprentissage qui permet d'acquérir un minimum de maîtrise technique et cognitive pour la compétence de l'utilisation, l'intégration de la technologie à ses routines et ses habitudes de vie, et aussi des usages créatifs, des innovations par rapport au mode d'emploi. Donc là, step by step, on voit que finalement, il y a une appropriation qui permet ensuite parfois des détournements, des hacks. Bref, un circuit assez complet du simple usage fonctionnel à des réappropriations, notamment dans la vie de tous les jours et plus encore. Donc cette dimension attentive au travail de production de sens qui est accompli par les usagers de ces objets techniques est aussi à l'œuvre dans un travail assez remarquable de Château-Renaud et Josquin de Base dans leur dernier ouvrage de sociologie pragmatique des controverses environnementales qui s'appelle Au bord de l'irréversible. Et ils s'attachent à justement identifier des prises de l'expérience au cœur de milieux ouverts aux acteurs et ouvrant des nouveaux espaces de possibles. Donc une approche, on va dire, pragmatiste, qui est évidemment, qui donne la part importante à l'usage et à ses capacités de réappropriation. Et donc, c'est ces approches sociologiques d'usage et des discours sur les objets techniques qui constituent l'univers de référence de la captologie citoyenne. Et donc, l'idée, c'est ici de s'attacher à l'appropriabilité sociale suivant une logique d'usager actif plutôt que de penser qu'on puisse faire accepter individuellement des changements de comportement quand on considère simplement que l'usager doit être nudgé, incité, plutôt que mis au cœur des expérimentations. Donc c'est plutôt ces formes d'appropriation sociale qui sont donc au cœur du projet de la captologie citoyenne. Et donc je vais vous en donner quelques exemples puisqu'il y a l'idée qu'on va accompagner les habitants citoyens pour coproduire de la donnée, de la mesure et imaginer avec eux des usages sociaux de ces données, à la fois qui peuvent être des usages de données tangibles, sensibles, ludiques, suivant différentes formes. D'autant que voilà, quand on
quand on réalise les états de l'art autour de déjà les campagnes existantes de mesures citoyennes de pollution, par exemple, eh bien, toutes les campagnes qui ont fonctionné, ce sont des campagnes qui ont justement misé sur l'accompagnement et la dimension socialisatrice en fait de ces campagnes de mesures citoyennes. Et donc il y avait cette idée que l'accompagnement pédagogique, l'acculturation technique et puis la prise en compte des dynamiques sociales et communautaires et collectives était primordiale pour justement faire en sorte qu'il y ait un éventuel changement de comportement. Et donc ayant co-participé à la rédaction de ce rapport avec l'ADEME, le benchmark des initiatives a vraiment mis en avant comment les temps sociaux, par exemple, étaient extrêmement importants dans la possibilité même de pouvoir s'approprier ce type d'informations. Donc, face à ce constat, bien, j'ai cofondé donc cette association qui s'appelle Labo Citoyen. On a mené plusieurs expérimentations sous le nom de Citoyen Capteur, Citizen Watt, et aujourd'hui, je suis associée à Air Citizen depuis quelques temps. Donc, l'idée, c'est que pourquoi avoir fondé cette association? Tout simplement parce qu'il y avait au plan des techniques, des espaces et des droits collectifs des ouvertures en 2012. Il y avait ce tournant post-digital qui nous permettait justement de faire parler le monde physique. C'est le début justement des objets connectés environnementaux en 2012, parce qu'il y avait des espaces dans la société civile qui étaient en train de se développer, tels que les Fab Labs et les tiers-lieux. Et puis parce qu'également, il y avait tout un ensemble de formes collectives en termes de propriété intellectuelle, telles que les logiciels libres, les bases de données sous Creative Commons, etc., qui nous permettaient aussi d'avoir une circulation sociale maîtrisable de ce type de données face, par exemple, au big data. Donc il y avait un moment assez favorable où il était possible justement de développer de cofabriquer donc des instruments de mesure, de ensuite permettre tout un ensemble de réappropriation dont les habitants citoyens resteraient maîtres. Alors, il y avait la partie donc fabrication. Donc nous, on avait misé sur le fait de mobiliser en partie par la fabrication, c'est-à-dire de faire en sorte que l'appropriation soit possible dès finalement la conception du capteur et qu'on sache pourquoi et qu'est-ce que l'on mesure, et donc de associer les habitants à la fabrication donc des capteurs. Donc on a travaillé sur des terrains pollution et des terrains énergie, donc pour tout ce qui est relevé de la MDE, maîtrise de la demande énergétique. Et voilà. Et donc là, c'était l'idée aussi que le Fab Lab, qui était un espace intéressant avec des compétences finalement à mutualiser, pouvait également sortir dans la cité. Et on a pas mal développé d'initiatives qui s'effectuaient in situ, c'est-à-dire là où vivaient donc les habitants. Il y avait aussi cette idée d'inclusion finalement sociale par la technologie, c'est-à-dire que je pense que par rapport au public que l'on rencontre dans les Fab Labs, ces photos montrent qu'il y avait un peu plus de femmes et de couleurs que ceux qu'on trouve en général dans les Fab Labs. Donc il y avait l'idée aussi de faire venir le Fab Lab dans la cité et de faire venir à ces questions de fabrication personnelle des publics qui sont un peu isolés. Et c'est là où la sociologie est utile, parce que un sociologue sait que la rencontre entre des moments voilés et des capteurs d'électricité n'est pas naturelle, d'accord? Qu'il faut l'accompagner, qu'il faut même la forcer, et c'est ce qui a été réalisé. Voilà. Donc c'était cette idée qu'on avait aussi imaginé d'une forme qu'on appelle le soudathon, pour se moquer des hackathons, et donc il s'agissait de collectivement créer donc son capteur d'électricité. Donc ça donnait ça, donc c'était avec une pince ampère-métrique, un Raspberry Pi, un petit capteur qui permettait de transformer l'analogique en numérique et de le renvoyer par la box sur tous les écrans de la maison. Voilà, et donc on le branchait à la phase du tableau électrique. Et donc ça a été, on a fait des installs parties, etc. avec les habitants. Ensuite, l'idée de la mesure. Bon, c'est mon dernier point un peu théorique, voilà. L'idée, c'est que là, je reprends un petit peu le travail de Château-Renaud et des bases sur ce qu'ils appellent les espaces de calcul. L'espace de calcul, c'est justement
toute la métrologie sociale que l'on peut justement réinventer, réouvrir. Donc dans les unités de mesure, il y a des dispositifs, il y a des acteurs, il y a des institutions, il y a des normes, il y a des seuils pour la pollution, il y a l'OMS, etc. Et il y a l'idée qu'en expérimentation via la captologie citoyenne, on peut renouveler en fait cet espace de calcul. Et donc c'est là qu'on a mis en place cette notion de mesure située. Alors, certains me diront la mesure située, c'est comme la mesure de l'exposition individuelle, c'est comme la mesure de proximité. Oui et non, parce que ça peut être aussi une mesure subjectivée, d'accord, qui va complémenter évidemment des taux globaux et qui sont réalisés par des capteurs, notamment des organismes officiels ou chargés de la qualité de l'air. L'idée, c'est que mesure située, c'est une mesure située de l'air que l'on respire là où on vit, où on habite, une mesure qui a du sens en fait dans un contexte, donc une mesure qui est socialisée. Et c'est pour cette raison, finalement, qu'elle est prise en compte, qu'elle est prise au sérieux, qu'elle est beaucoup plus appropriable que des mesures dont on ne sait pas qui les fabrique, qui les prend, etc. Alors, l'idée, c'est ensuite que cette... bon, je vais passer. Bon, alors, c'est intéressant aussi de voir que finalement, ces capteurs qui ont été réalisés par des habitants ou des étudiants, etc., ont donné lieu à un début de renouvellement du journalisme qu'on appelle le sensor journalisme, c'est-à-dire que ce type de données peut être utilisé pour notamment, là dans le cadre de l'émission Cache Investigation, pour contredire les données qui étaient fournies par Peugeot. C'est le moment où justement cette mesure citoyenne acquiert une légitimité et donc on est dans ce qu'on appelle l'accountability, c'est-à-dire que l'on va créer finalement des impératifs de justification publique qui sortent quelque peu des milieux qui sont les milieux autorisés à la prise de la mesure. Et je termine donc sur les formes de réappropriation. Donc c'est l'idée de fabriquer, de mesurer, donc de développer des mesures situées qui ont du sens pour les habitants parce qu'ils ont fabriqué les artefacts et ça correspond à leur environnement de vie, à leur situation de vie. Et ensuite, il y a l'idée de la réappropriation. Donc on a développé deux types d'expériences. Une expérience expressive, donc un tag qui s'appelait Express sur Watt sur Twitter, où les gens nous envoyaient les captures d'écran qu'ils trouvaient remarquables. Et puis la sonification des données. Donc ça, c'était une expérience qui s'appelait Datamic. Au moment de Parking Day, on avait associé un capteur de dioxyde d'azote à une sonification. Et sur le quai Montebello, vous aviez la mesure du taux de dioxyde d'azote qui était communiquée par une voie un peu robotique. On avait appelé ça Datamic, en hommage à Occupy Wall Street et HumanMic qui avaient été mis en place. Là aussi, il y avait une expérience où on graphait la consommation électrique d'une rue. Voilà, donc tout ça, ce sont des formes de réappropriation qui permettent aux habitants de parler leurs propres données, de les exprimer, d'échanger. Et on sait que dans tout le benchmark justement des mesures, des campagnes de mesures citoyennes, la partageabilité des données, le fait de pouvoir partager et discuter ensemble des données est un élément extrêmement important parce que justement, la pollution est un problème public auquel tous les publics doivent pouvoir participer à un titre ou à un autre. Autre chose, et je vais terminer là-dessus, donc à la Cité des Sciences l'année dernière et peut-être encore cette année, avec Air Citizen, on a aussi organisé des marches contre la pollution. Non, il y a les marches pour le climat. Nous, c'était des marches contre la pollution avec donc des capteurs qui ensuite, qui captaient les particules et qui ensuite permettaient bien de réaliser des cartographies commentées et interprétées avec les participants des ateliers qui avaient par ailleurs donc fabriqué les capteurs. Et donc, un autre exemple. Un dernier exemple, je promets, de réappropriation, c'est la tangibilisation. C'est-à-dire de rendre ces données, soit de les visualiser sur des cartes, soit de les physicaliser, c'est-à-dire là où on a fait parler le fluide par justement de la mesure, eh bien on peut aussi rephysicaliser ce fil, on l'a rendu visible, maintenant on va le rendre tangible. Et donc là, via justement la possibilité de fabriquer des petits carrés de plexiglas représentant les unités de particules en fonction des différents diamètres, eh bien on a monté un dispositif qui s'appelle donc de data tangible, où on se promène avec le capteur et au retour de la marche, eh bien on va
en fonction des concentrations qui ont été mesurées, on va finalement recommenter la carte avec ces petits jetons qui vous permettent de vous rendre compte du volume en fait, de particules que vous traversez lors de ces promenades. Et puis on a un dernier projet qui va peut-être donner lieu à des danses, à des chorégraphies, avec le budget participatif, puisqu'on propose, notamment dans le 18e, un projet qui s'appelle Commune Mesure, qualité de l'air, citoyenneté, créativité. Et donc là, c'est plutôt un appel à toute la dimension de créativité, à tous les habitants qui ont des compétences artistiques en tout genre, avec nous, imaginer justement comment faire en sorte que l'espace public soit réinvesti et réapproprié à travers ces données de mesure de pollution situées, puisqu'elles seront prises dans le quartier avec les habitants et notamment la possibilité qu'ils auront aussi de fabriquer les capteurs permettant ces mesures. Voilà. Donc peut-être on pourra aussi danser, plus seulement marcher. Voilà. Merci. En fait, je demande, vous avez montré de bons exemples d'initiatives par les citoyens, mais est-ce qu'il y a aussi le lien fait entre ces gens et le monde de recherche? Et sinon, est-ce que vous avez des idées comment monter ça le mieux? Par exemple, dans Air Citizen, on est un collectif de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, d'artistes et de citoyens, et puis qui travaillons avec des habitants. Donc il y a vraiment cette idée que ce sont des chercheurs qui ont des compétences diverses, soit en physique, soit par exemple en géographie, soit en sociologie, soit aussi des danseurs, soit un artiste qui travaille plutôt avec les matériaux numériques. Et puis bien sûr, de toutes ces compétences, de les mutualiser, d'imaginer ensemble des séquences assez complètes qui vont de la fabrique de l'artefact jusqu'à des formes de réappropriation collective ou artistique, et donc aussi médié par des artistes. Donc il y a vraiment l'idée que c'est au contraire, ce sont plutôt des chercheurs qui font ce pas vers des initiatives citoyennes, qui travaillent avec des citoyens pour aguerrir et pour transmettre différents types de compétences et de savoir. Donc c'est là où ça reste de la science participative, parce qu'on participe aussi en tant que citoyen à des initiatives, mais il y a cette dimension malgré tout c'est-à-dire à partir de toutes ces initiatives et ces expériences, il ne s'agit pas d'écrire un énième article par exemple. Il s'agit plutôt de faire en sorte de développer des dispositifs, soit de médiation, soit des animations, etc. Donc ça va prendre une autre forme, le savoir prend une autre forme. C'est une autre scénarisation du savoir qui est aussi à l'œuvre. Merci pour l'exposé, rajeunissant, je trouve. J'ai juste une question sur le rapport entre les expériences participative que vous évoquez là, et la mesure ou les mesures dans l'espace public, les mesures de stations fixes, les mesures de capteurs mobiles qui sont en train d'être développés dans des différentes configurations. Comment vous envisagez l'articulation entre ces mesures dont on comprend qu'elles sont générées aussi par une activité avec les publics, avec certains publics, avec des Fab Labs, etc. Et puis d'un autre côté, des mesures dont on a vu depuis 2 jours des exposés, qui sont plutôt de l'ordre de la mission publique, de la mesure de la pollution de l'air en France, voire même avec des start-up, etc. Bon, l'idée, c'est que c'est complémentaire, on va dire. On n'est pas là pour faire de la contre-mesure, mais on fait de la co-mesure, d'accord ? Il y a l'idée, que nous, on s'intéresse plus à la séquence habitant-citoyenneté, mais avec évidemment ce souci en tant que scientifique que les mesures produites aient une validité, une commensurabilité, et qu'on puisse justement entre la mesure située ou de proximité, des mesures fixes en grand nombre, plus des mini
manifestations, plus les mesures des ASCA, avoir une connaissance avec une granularité extrêmement importante au plan justement des mesures, mais avec des formes d'intervention, d'appropriation et des jeux d'acteurs qui sont pluriels. Donc, nous, on est sur ce segment-là, sachant que c'est pas pour contredire. Hein, moi, j'appelle ça le contrefaire au sens de faire autrement, mais c'est pas de la contre-mesure ni de la contre-expertise. Hein, c'est plutôt de la co-expertise pour complémenter et donc prendre en charge la dimension un peu plus sociale qui est un peu négligée dans toutes ces campagnes de mesures citoyennes qui sont extrêmement comportementalistes. Et donc la pollution est un problème public, l'affaire de tous, et le changement individuel est pour moi une lâcheté en termes d'action publique.